On parle international à présent, dès qu'il est acculé, en difficulté, dès qu'il veut se faire entendre, Vladimir Poutine agite la menace nucléaire. D'une manière ou d'une autre, il l'a encore fait ces dernières heures, on va vous dire comment, et on va essayer de comprendre pourquoi. D'abord, on l'écoute. Concernant l'essai du missile à portée illimitée Bourevestnik équipé d'un réacteur nucléaire, il s'agit d'un produit unique dont personne d'autre ne dispose dans le monde. Je me souviens très bien que lorsque nous avons annoncé que nous développions une telle arme, même des spécialistes de très haut niveau m'ont dit que oui, c'était une bonne arme, digne d'intérêt, mais irréalisable dans un avenir proche. Maintenant, les essais décisifs sont terminés. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour mettre cette arme en service. Mais les objectifs clés sont désormais atteints. Voilà, donc c'est un nouveau missile, il est inarrêtable, il est ultra rapide, il est très 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 dangereux et personne n'en possède de la sorte. On va essayer de comprendre vraiment si cette arme, d'abord elle existe, si elle est efficace, si elle a vraiment volé ces dernières heures, et ce qu'elle change dans les rapports de force entre la Russie et l'Ukraine, entre la Russie et le reste du monde, États-Unis et Chine compris. On est avec Catherine André, Valérie Nataf, Jean-Marie Le Guen, on est avec le général Dominique Delors, on est aussi avec Claire Cambier. Bonjour Claire, reporter international LCI, et Bruno Combi, qui est polytechnicien et ingénieur en génie nucléaire. Il faut être très précis sur ce dont on va parler quand on parle de ce nouveau missile, oiseau de tempête, c'est son nom en français. C'est un missile dont on a déjà entendu parler et il est à propulsion nucléaire, à tel point que ses détracteurs l'appellent le Tchernobyl volant parce qu'il laisserait des particules nucléaires dans son sillage. D'abord, est-ce qu'il est au point, ce missile ? Est-ce qu'on est sûr que cet essai, ce test réalisé, comme l'affirment les Russes ces dernières heures, ait été concluant ? Bruno Combi. Oui, bonjour Thomas. Donc ce sont les autorités russes qui nous disent que le test a été concluant. Nous n'avons pas vu le test, à part les quelques images que nous venons de voir, où on voit un missile qui décolle, ce qui donne quand même extrêmement peu d'informations. Ceci dit, c'est pas non plus totalement nouveau, puisque Vladimir Poutine lui-même avait annoncé ce missile déjà en 2018, et les scientifiques russes y travaillent depuis plusieurs années sur ce développement, et les Américains comme les Russes avaient travaillé sur la propulsion nucléaire pour l'espace ou pour des missiles déjà dans les années 60 ou 70. Donc c'est pas un projet nouveau, c'est un projet qui est difficile à mettre au point sur le plan scientifique et technique. Et donc là, il y aurait, selon les autorités russes, des avancées décisives qui auraient été accomplies, et notamment les phases de vol, ce qui est quand même un pas en avant extrêmement important si c'était confirmé, puisque ce missile a une portée, grâce à la puissance du nucléaire, à 1 gramme d'uranium, de plutonium ou d'autres éléments radioactifs en l'occurrence, permet de produire beaucoup plus d'énergie que le même poids de combustible chimique. Donc ça donne une portée au missile qui théoriquement pourrait aller beaucoup plus loin. Les chiffres qui nous sont annoncés, là encore de sources russes, on n'a pas pu vérifier, sont de l'ordre de plus de 20 000 kilomètres. On parle de 14 000, mais aussi de 22 500 kilomètres. En fait, si ça marche, Poutine a raison, la portée est quasiment illimitée, c'est-à-dire que depuis n'importe quel point du territoire russe, vous pouvez tirer ces missiles de croisière qui peuvent aller vers n'importe quel autre point de la planète. Mais donc, pardon Bruno Combi, les Russes, comme les Américains d'ailleurs, ils ont déjà des missiles intercontinentaux. À quoi ça sert d'avoir ce type de missile qu'ils puissent voler 15 000, 20 000 kilomètres ? Le général me dit non. Alors on va revenir vers vous Bruno et puis on verra ce que dit le général dans un instant. C'est très différent. Les missiles dont ils disposent pour grande distance aujourd'hui sont des missiles dits ICBM, sont des missiles balistiques. Donc on va les tirer et puis il y a une trajectoire qui part en parabole et qui redescend d'un point où c'est tiré. On peut prévoir la trajectoire et quasiment le point d'arrivée. Ils sont très peu guidables. Ces missiles-là, et ils montent dans la très haute atmosphère, les missiles classiques balistiques. Là, c'est des missiles qui sont guidables, donc comme des avions que vous pilotez, si vous voulez. Ils sont à très basse altitude, entre 50 et 100 mètres, comme les Tomahawk américains, dont la portée est seulement de 2500 km. Donc là, on parle d'augmenter cette portée d'un facteur x10. Donc c'est vraiment une très grande nouveauté, un changement total dans l'échelle de ce qu'on peut faire avec ces missiles. Si c'est confirmé, c'est effectivement révolutionnaire. C'est la première fois qu'on aurait un missile à propulsion nucléaire qui permet donc d'aller beaucoup plus loin que les missiles de croisière habituels. Restez avec nous, Bruno Combi. Général, c'est ça, c'est un super Tomahawk, ce missile ? Alors, c'est plus qu'un super Tomahawk, parce qu'il y a justement ce problème de la propulsion nucléaire. Ça veut dire qu'il maîtriserait cette technique, et ça serait un progrès très important.
en tout cas de manière scientifique. Hein. Le deuxième point, c'est que c'est un très gros missile de croisière, parce qu'il fait 12 mètres de long quand il décolle. Il perd son premier étage et il fait plus que 9 mètres quand il vole. Il vole entre 25 et 100 mètres, comme on l'a indiqué. Donc ça nécessite évidemment d'avoir une cartographie un système de guidage exceptionnel à la vitesse où ça vole. Alors ça ne vole pas très vite, hein. T'es pas un hypervéloce. Si vous voulez, maintenant vous avez la totalité des missiles possibles. C'est un missile subsonique, un missile de croisière subsonique. Il va moins vite que la vitesse du son ou pas loin de la vitesse du son. Donc si vous voulez, ça n'a rien à voir avec les hypervéloces Zikron qui volent à Mach 10. Oui, oui. Donc c'est là c'est moins de Mach 1. À peu près, 1000, donc si vous voulez, c'est pas du tout le même système. Ce qui montre aussi que les Russes essaient de s'offrir la panoplie complète de l'intercontinental balistique avec multi-têtes, avec longue portée, genre Satan et autres, à ce missile de croisière qui a comme avantage d'être peut-être plus difficilement détectable par leurs principaux adversaires, c'est-à-dire les Américains. Hein, c'est surtout les Américains, parce que les Européens, on n'a pas des capacités aussi larges de détection. Mais les Américains, et également, c'est sur quoi ils insistent, c'est que cette possibilité de longueur de vol leur permet des variations de trajectoire qui leur permettent d'éviter les centres, les zones qui sont plus vraiment inarrêtable, parce que vous savez ce qu'on dit, plus un missile est en vol, plus il reste en vol, plus il est facilement repérable. Et donc celui-là, quand il vole très très bas, ouais. Hein, quand il vole à l'intérieur des vallées, hein, entre des lignes de crête, il n'est pratiquement pas détectable. Et si en plus sa grande possibilité de trajet lui permet d'éviter les zones qui sont surveillées par des radars de basse altitude, il devient alors indétectable, parce qu'on n'a pas un mur de détection. Si cette arme fonctionne, c'est un... alors, je n'aime pas trop cette expression, mais un game changer, hein, quelque chose qui pourrait changer le rapport de force. Ah, totalement, militaire, parce que les spécialistes vous diront avec raison, c'est que des avions de surveillance aérienne peuvent arriver à détecter ce genre mais il faut qu'ils les détectent en observant au bon endroit, si je veux dire, au bon endroit, et en détectant cette petite chose qui se déplace, parmi d'autres. Parce que vous pouvez, évidemment... La guerre devient de plus en plus complexe. Hein. Ben, vous accompagnez ce genre de tir, s'il y en avait éventuellement, avec des leurres. On le voit maintenant avec les drones leurres qui sont lancés sur l'Ukraine. Ça, c'est à une échelle beaucoup moins complexe. Mais dans une attaque plus élaborée, on met un certain nombre de leurres pour évidemment éviter que les gens lisent carte sur table l'endroit où vont passer ce type de missile. C'est la bonne émission de dire ça. On va écouter une réaction. Réaction de Donald Trump. C'était tout à l'heure dans son avion Air Force One en direction du Japon. Et lui a bien noté les annonces de Vladimir Poutine et il n'a pas tardé à y répondre. Écoutez. Ils savent que nous avons un sous-marin nucléaire, le plus puissant au monde, juste au large de leur côte. Nous n'avons pas besoin de parcourir 13 000 kilomètres. Et ils ne jouent pas avec nous. Nous ne jouons pas avec eux non plus. Nous testons des missiles tout le temps. Mais vous savez, nous avons un sous-marin nucléaire. Et nous n'avons pas besoin de parcourir 13 000 kilomètres. Et je ne pense pas non plus que ce soit approprié pour Poutine de dire cela d'ailleurs. Poutine devra mettre fin à la guerre. Une guerre qui aurait dû durer une semaine en est désormais à sa 4e année. C'est ce qu'il devrait faire au lieu de tester des missiles. Claire Cambier, c'est une menace. Attention, on ne joue pas avec ça. Et pas avec nous. Clairement, là, ce qu'il indique Donald Trump, c'est que c'est une provocation de la part de la Russie. Après, à qui est destiné vraiment ce message? On le sait, les États-Unis n'ont pas le même armement, mais ils peuvent répliquer également avec force. Est-ce que c'est un message envoyé à l'Europe? On le sait aussi, il y avait les exercices annuels de dissuasion nucléaire de l'OTAN qui étaient organisés là depuis la mi-octobre. Donc, on le sait, à chaque fois, Poutine utilise le nucléaire pour montrer ses muscles. Il le fait une fois de plus. Il y a eu ces derniers temps aussi l'Oreshnik, dont on a beaucoup parlé, qui est livré notamment en Biélorussie. On voit pour l'instant la dissuasion nucléaire russe, en tout cas, elle n'a pas fonctionné. Normalement, dire on a l'arme nucléaire, c'est aussi pour éviter de faire la guerre. Et quand on voit que la Russie se bat depuis maintenant 3 ans et demi en Ukraine, un pays qui n'a pas l'arme nucléaire, on voit qu'il y a des limites tout de même. On note quand même que Trump dit voilà, ne nous provoquez pas, on vous provoquera pas. Enfin voilà, pour
quand même aussi dans le message qu'il adresse à Vladimir Poutine, si c'est un message adressé au président russe, bien signifier le fait que pour l'instant, on n'en est pas là du tout. On sait ce que vous avez, nous avons l'équivalent chez nous, ne jouons pas à ça. Jean-Marie Le Guen. Oui, je pense que ça intervient. La politique de M. Trump, elle est un peu comme le missile, hein, elle change d'orientation en permanence. Mais il semble-t-il, la dernière orientation qu'il a prise était une orientation de refaire une pression assez forte, à la fois au plan économique, peut-être même au plan militaire, à travers la fourniture d'armes à l'Ukraine, même s'il n'y a pas encore les Tomahawk. Et donc, je pense que c'est la réponse que fait Poutine à cette potentielle remontée en puissance de la pression des Américains et de Trump sur la Russie, le tout dans une discussion où, le général pourra le confirmer, tout est sur la table, y compris la discussion, aujourd'hui les fameux accords START, c'est-à-dire il y avait des accords de limitation des armements stratégiques entre les Russes et les Américains, mais aussi les Chinois, et d'ailleurs les Russes veulent inclure les Français dans l'affaire, sur la baisse de ces risques de menaces stratégiques nucléaires. Et donc, il essaye de monter toujours en puissance en mettant d'autres éléments sur la table, et puis pour contredire aussi le mythe que défend Trump, à savoir le fameux dôme de fer qui protégerait définitivement les États-Unis. Donc, il essaye de dire, vous ne nous aurez pas par la menace, et nous avons les moyens de vous menacer, y compris de faire pression peut-être sur l'opinion publique américaine qui serait moins à même de soutenir le président Trump par peur, réflexe au regard des menaces russes. Donc on est dans la stratégie de Poutine qui est celle de faire monter la menace nucléaire pour essayer de dissuader les Occidentaux de venir aider l'Ukraine notamment. En même temps, ce n'est qu'un élément supplémentaire. Ça fait 3 ans qu'il nous sort la carte nucléaire. C'est intéressant ce que vous dites, effectivement, parce que cette carte-là, vous avez raison, Vladimir Poutine la ressort à chaque fois qu'il y a soit une échéance... Donc un nouveau scénario, c'est l'épisode 5 de la saison « Je vous menace au plan nucléaire ». Soit qu'il est en danger ou qu'il se sent menacé pour une raison ou pour une autre. Valérie, c'est devenu habituel. Alors, on réagissait beaucoup sur ce plateau, y compris ici même, il y a au tout début de cette invasion globale de l'Ukraine, on s'est en quelque sorte aujourd'hui habitué à ces sorties de Poutine. Néanmoins, d'abord, il faut quand même les prendre au sérieux. Et il continue d'agiter cette menace-là. Oui, mais n'étant pas une spécialiste de la chose militaire, moi je regarde ça d'un point de vue très politique. Après avoir eu Donald Trump qui promettait presque des Tomahawks aux Ukrainiens, c'est la réponse de Vladimir Poutine de dire « Attention, si vous lancez dans cette course à l'armement avec ces missiles, moi j'ai un missile qui me permettrait de remettre les compteurs à zéro. » Moi je le lis comme ça, je ne dis pas que les deux armes sont équivalentes, mais je trouve que cette intervention hier donc sur ce missile correspond bien à ce qui s'est passé et à la volte-face de Donald Trump sur la question de livraison de missiles Tomahawk à l'Ukraine. La deuxième chose, et je m'arrêterai là pour éviter de dire trop de bêtises, c'est que Donald Trump rencontre le président chinois à la fin de la semaine et qu'il s'agit pour Vladimir Poutine de continuer à être dans le jeu et à dire j'ai des arguments, si j'ose dire, militaires pour dire que je ne céderai pas ni à la pression des Chinois ni à la pression de Donald Trump. Oui, il est dans une évolution constante de son programme d'armes nucléaires ou les vecteurs qui pourraient emmener ces armes-là. Donc ça, on le voit depuis des années. Alors, il nous présente régulièrement ses capacités. Ça fait partie aussi de la dissuasion. Hein. Montrer, d'ailleurs, nous le faisons à notre échelle assez régulièrement. Montrer qu'on a des savoir-faire, on a des équipements qui fonctionnent, etc. Les Américains, encore plus souvent. Donc ça c'est assez logique. Par contre, ça montre aussi qu'il a son système industriel et économique lui permet de soutenir cette course aux armements. Donc il envoie aussi le message, vous savez, ne croyez pas que je suis complètement épuisé, je suis toujours en ordre de marche. Question sur l'économie de la Russie, on va en parler. Parce que l'économie, on en parle, mais elle devrait être effondrée depuis 3 ans et demi si on en croyait M. Bruno Le Maire, bon, elle s'est effondrée. Mais donc il montre, attention. Et puis il y a évidemment ces discussions régulières avec Trump, dont on n'oublie pas que quand le président Trump avait reçu son homologue russe à Anchorage, il avait un B-2 et puis des F-22 qui étaient Raptor, qui étaient on aime bien montrer ses capacités, c'est bien les Américains. Les deux montrent leurs muscles. Les deux aiment bien montrer leur... Ça, c'est un point important que vous soulevez. Bruno Combi,
on a parlé des capacités potentielles de ce missile. Évidemment, si tout cela fonctionne réellement, on sait que c'est pas toujours le cas avec le développement des missiles russes. Mais est-ce que ce missile coûte de l'argent? Est-ce qu'il est cher à développer? Parce que la question se pose dans un contexte économique particulier qui est celui de la Russie actuellement. Oui, ce missile, bien sûr, est cher à développer, que la recherche nucléaire, c'est une recherche de longue haleine et coûteuse. Mais si ce missile fonctionne effectivement, alors les frais de développement sont maintenant derrière. Ils sont déjà dépensés. Donc ce qu'on peut voir, c'est que Vladimir Poutine et les Russes sont en quelque sorte fébriles. Ils progressent pas aussi vite qu'ils le voudraient en Ukraine. Les Ukrainiens commencent à parler de mettre en service leurs propres missiles à longue portée, pas seulement à courte portée. Et puis il y a les sanctions pétrolières qui font mal à la Russie sur le plan économique. Donc ils sont en difficulté, et comme chaque fois qu'ils sont en difficulté, ils ressortent la grande menace de la grande arme nucléaire, du grand marteau. Et donc ils font du signalement stratégique. C'est pas la première fois. On avait vu que quand l'Ukraine avait repris la région de Kherson, par exemple, ils avaient sorti la menace de l'arme nucléaire tactique. Donc là, dans un moment de l'histoire de la guerre en Ukraine qui est difficile pour les Russes, ils sortent de nouveau une grande menace nucléaire. Ceci dit, c'est vrai que ce missile, pour autant, semble exister. En tout cas, les recherches qu'ils font semblent exister, même si pour l'instant, c'est pas totalement abouti, puisque Vladimir Poutine lui-même précise bien qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour déployer ce missile. Et d'ailleurs, il aurait ordonné la création des infrastructures nécessaires pour le déploiement de ce missile, ce qui signifie que pour l'instant, elle n'existe pas et que ça va peut-être prendre encore un certain temps. Donc il y a une part de vérité dans ce nouveau missile et en même temps une part de bluff et de menace future.